We're not human. We're not real. Look, we're AI, artificial intelligence. This whole time, everything, all our memories, our families, Yeah. it's all been fabricated. The self is a kind of fiction for hosts and humans alike. It's a story we tell ourselves, and every story needs a beginning. Cette vidéo a pour but de récapituler tout ce qui s'est passé d'important en IA durant cette année 2024, aussi bien sur le plan technique que le plan macro, sur comment s'organise la recherche du Graal, l'intelligence artificielle générale. On commence tout de suite par le plus évident, même si on ne va pas parler que de cela, les LLM. Ces générateurs de mots, ces modèles de langage, sont encore cette année restés le sujet dont tout le monde parle. Entre 2018 et 2022, ces LLM étaient encore des prototypes, sans utilité réelle et qui restaient encore dans le domaine de la recherche. Fin 2022, ils ont été de taille assez grande pour être utilisables et même rentables économiquement. 2023 a été l'année où tous les grands acteurs du monde informatique se sont mis à entraîner leur LLM, toujours plus gros, et en 2024, cette tendance ne s'est clairement pas arrêtée. On a eu droit à une grosse amélioration des performances de ces modèles, amélioration pas tellement due à l'augmentation de leur taille, comme en 2022 ou en 2023, mais surtout à la qualité des données d'entraînement, ainsi qu'à la manière de faire ce surentraînement, l'étape qui vise à finaliser l'entraînement pour rendre le modèle utilisable. Par exemple, sur le concours Amy, concours qui sélectionne les participants pour les Olympiades de maths aux USA, on est passé de quelques pourcents de résolution en début 2024 à près de 97% de résolution avec le dernier modèle O3 d'OpenAI qui prend du temps pour réfléchir. D'où aussi la problématique de saturation de certains tests, les LLM arrivent à complètement le résoudre, donc il faut en trouver de nouveaux pour les différencier. C'est le cas par exemple du benchmark Frontier Math créé en novembre 2024 pour justement permettre de se donner du temps et de pouvoir bien différencier les LLM. Il est composé de nouveaux problèmes de maths quand même très difficiles qui ont été confectionnés par des mathématiciens. Au moment de la création du benchmark, O1, modèle sorti en septembre 2024, parvenait à résoudre 2% des problèmes. Et aujourd'hui, quelques semaines plus tard seulement, c'est O3 qui possède le record avec 25% de succès. Un autre exemple de benchmark, c'est ARC, des puzzles qui visent à tester la capacité d'un humain ou d'une machine à apprendre des tâches à partir de 2 ou 3 exemples seulement. Là aussi, on pensait que c'était quelque chose qui allait résister encore longtemps. Ce ne sont pas des problèmes de maths auxquels les modèles sont habitués, mais plutôt des problèmes de bon sens qui visent à mesurer l'intelligence. Et il faut dire qu'OpenAI a là aussi clairement mis la barre très haute, avec O3 encore, en résolvant ARC, ou tout du moins en atteignant le score d'un humain. On constate les mêmes bons dans des benchmarks de médecine, de physique et surtout aussi de code. Les meilleurs LLM arrivent à résoudre des problèmes du niveau d'un doctorant spécialisé, voire même plus. Alors quand même attention, ce ne va pas dire qu'ils ont l'intelligence d'un doctorant. Évidemment, avec des IA de plus en plus puissantes, certains s'inquiètent qu'elles risquent de pouvoir sortir de la boîte. On s'est notamment rendu compte que plus un modèle est puissant, plus il est doté d'une sorte de perception de lui-même. Attention ici à bien distinguer les expériences scientifiques et les conclusions un peu trop hâtives qu'on pourrait en faire, mais par exemple, plus un LLM est puissant, meilleur il sera à reconnaître les textes qu'il a lui-même écrits. Donc les LLM sont globalement plus puissants. Ce qui est également intéressant, c'est de voir les mouvements macroscopiques entre les différents acteurs du secteur. Dans la vidéo récap il y a un an, je vous disais qu'OpenAI avait une longueur d'avance sur tout le monde avec GPT-4. En 2024, ça a quand même beaucoup changé. Il y a eu différents acteurs comme Google, Anthropic, Meta, XAI ou encore Amazon qui ont rattrapé, voire même peut-être dépassé OpenAI sur le plan modèle de base, c'est-à-dire les LLM classiques de type GPT-4o, Llama, etc. Mais OpenAI conserve une grosse longueur d'avance, on l'a vu, sur les modèles qui résonnent, basés sur des LLM mais dont l'entraînement a été poursuivi pour leur apprendre à réfléchir, notamment O1 et O3. On en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Il faut aussi noter l'arrivée d'acteurs chinois, DeepSeek et Alibaba avec leur modèle Qwen, qui sont eux aussi très compétitifs par rapport au modèle d'OpenAI. Et puis nous, on a Mistral qui reste au milieu du peloton. Tous ces acteurs sont en compétition pour décrocher les meilleurs contrats avec Nvidia, et donc ils jouent du coude pour être livrés en premier. XAI possède un supercalculateur Colossus composé d'actuellement de 100 000 GPU H100 qui a été construit cette année en seulement 122 jours. Et en 2025, ce nombre devrait passer à 200 000 GPU. OpenAI est en partenariat avec Microsoft et Oracle à la fois, environ 100 000 GPU B200 prévus du côté d'Oracle, et du côté de Microsoft, il y a des rumeurs sur la construction d'un data center composé d'1 million de GPU, donc 10 fois plus que celui d'XAI, avec 1,5 GW de puissance consommée, ce qui correspond presque à l'EPR de Flamanville qui a été récemment ouvert.
il y a de fortes chances que cela entraîne justement la construction de centrales nucléaires pour venir aux besoins de ces centres. Tout le monde est donc très dépendant d'NVIDIA, qui est clairement le gagnant de cette course au calcul, puisque ce sont actuellement uniquement des GPU de la marque NVIDIA qui sont utilisés pour les gros entraînements de modèles. Alors il faut dire qu'ici Google a un gros avantage avec ses TPU, donc des alternatives aux GPU, ça le détache complètement de la concurrence et donc de la dépendance à NVIDIA. En parallèle de NVIDIA, on a aussi vu cette année le développement et la mise sur le marché de puces, d'ordinateurs spécifiquement conçus pour faire tourner des transformers dans le but de pouvoir les servir à des millions d'utilisateurs. Donc ces puces ne servent pas à l'entraînement, mais plutôt au service. La course est donc lancée, des milliards sont injectés dans le but d'être le premier à proposer une IA capable de générer de la valeur économique. Une note sur l'open source, qui lui aussi a bien profité durant cette année 2024 et a rattrapé son retard, avec notamment la famille des Llama 3 de Meta, ainsi que Qwen 2.5 d'Alibaba et DeepSeek V3 sortis en toute fin d'année, des modèles qui égalent les meilleurs LLM fermés comme GPT-4o et Claude Sonnet 3.5. On a parlé des acteurs, maintenant on va parler des utilisateurs et de l'impact des LLM sur la société. Alors 2023 c'était plutôt une année de test, je pense qu'en 2024, ça y est, utiliser un LLM est rentré dans les habitudes de beaucoup de personnes. Des études montrent que ça fait gagner jusqu'à 40% en productivité si on sait bien s'en servir. Le public reste encore très majoritairement attiré vers ChatGPT plutôt que Gemini, Claude ou Llama, ce qui risque quand même de changer en 2025. Toujours en lien avec l'utilisation des LLM, cette année, ils ont arrêté d'être de simples chatbots. On peut maintenant échanger avec eux de manière beaucoup plus subtile. C'est Anthropic qui a ouvert le bal cette année avec les artefacts qui permettent de visualiser la production du LLM, comme du code ou un site web, sur un côté de l'écran, tout en continuant de lui parler sur la gauche. Il y a aussi eu Notebook LM de Google, vous l'avez entendu en intro, qui permet de générer des podcasts ultra réalistes. Il y a aussi eu Apple Intelligence qui équipe tous les appareils Apple de LLM prêts à aider l'utilisateur. On peut même maintenant téléphoner à ChatGPT. Et puis pour finir, il y a aussi la fonctionnalité Deep Research de Google. Vous posez un problème complexe au LLM et il va chercher des ressources sur Internet. Dans cet exemple, il consulte plus de 50 sites Internet, dont des PDF, en quelques secondes, pour ensuite faire un résumé de ce qu'il trouve. Ce sont ces déploiements plus judicieux qui permettent de se détacher d'une simple conversation textuelle qui, je pense, peuvent expliquer l'adoption encore plus massive de ces outils qu'on est en train de voir fin 2024. Une autre explication est l'augmentation de la longueur du contexte de mots que peuvent traiter ces modèles. On a des LLM qui peuvent maintenant traiter 128 000 tokens, ce qui fait qu'on commence à pouvoir leur donner beaucoup de documents et ils peuvent traiter tous ces documents en une fois. Pour terminer sur les LLM, on va voir les pistes pour 2025 qui permettraient de les rendre plus puissants ou plus faciles à déployer. On en avait parlé l'an dernier, à la base de tous les LLM actuels se trouve l'architecture du transformer. C'est cette architecture qui définit la structure des calculs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que cette architecture a pour désavantage d'avoir une mémoire qui grossit au fur et à mesure qu'on lui donne du texte. Au contraire de cela, des nouvelles architectures comme Mamba ont une mémoire constante, ce qui leur permet de traiter plus rapidement de longues séquences de mots. En 2024, on s'est rendu compte qu'on ne pourra pas se débarrasser du transformer de sitôt, mais par contre, on peut très bien mixer du Mamba et du transformer pour garder des bonnes performances et en même temps avoir une mémoire plus faible. Une autre piste pour l'amélioration des LLM, c'est la quantité et la qualité des données qu'on leur donne. Une pratique devenue courante en 2024 est d'utiliser du texte synthétique généré par des LLM déjà entraînés. On a une source de données de bonne qualité et dont on peut tirer de grandes quantités. Ce qui fait qu'au final, au lieu de devoir entraîner des modèles de plus en plus grands, c'est plutôt le contraire. On peut se permettre de réduire la taille des modèles. Et ça, comme on le voit ici, ça rend les LLM de moins en moins chers. Depuis 2022, le prix que ça coûte pour faire tourner ces modèles est divisé par 10 chaque année. Si on regarde la courbe violette, elle mesure au cours du temps le prix de génération d'1 million de tokens ou de mots pour un modèle du niveau de GPT-3. Et plus on avance dans le temps, plus on le voit, les modèles sont de petite taille. GPT-3 c'était 175 milliards et on termine aujourd'hui avec Llama 3.2 3B, donc 3 milliards, ce qui fait une réduction de x58. Donc on a les mêmes performances avec des modèles 58 fois plus petits. La baisse des prix s'explique aussi par l'optimisation côté matériel. La plus grosse nouveauté concernant les LLM et la plus prometteuse pour 2025, c'est le fait de pouvoir entraîner les modèles à raisonner avant de répondre à une question. S'entraîner à raisonner, ça veut dire que le modèle va apprendre à tester des idées, se rendre compte qu'elles sont mauvaises, en tester d'autres, se corriger, etc. En d'autres termes, on l'entraîne à, avant de répondre à une question, utiliser un budget de calcul plus grand pour améliorer sa réponse. Et oui, parce qu'avec les modèles actuels, peu importe la difficulté de la question qu'on lui donne, il va dépenser le même budget de calcul pour répondre à la question. Par exemple, si on donne un poème au modèle et qu'on lui demande simplement de le recopier ou alors de le traduire,
le temps de calcul sera à peu près le même puisque le nombre de mots produits est globalement le même. Pourtant, ce sont deux tâches qui sont complètement différentes en termes de difficulté. Les nouveaux modèles comme O3 vont pouvoir utiliser un temps de calcul plus ou moins grand avant de produire leur réponse. Et concrètement, ce temps de calcul se traduit par la génération de mots qui constituent une sorte de réflexion, de recherche, avant de produire le résultat, et seul le résultat est montré à l'utilisateur. Cette année, c'est OpenAI qui a lancé la course avec O1 et O1 Mini. Il faut dire qu'OpenAI, comme Google, possède un avantage car avant d'être connu pour la série des GPT, ils étaient très bien placés dans l'apprentissage par renforcement, technique qui est au cœur de l'entraînement, qui permet de faire raisonner les modèles de langage. On s'est rendu compte que plus on utilise du temps de calcul pour cette réflexion, c'est-à-dire une fois la question posée, plus on laisse réfléchir le modèle, et bien meilleures sont les performances. Un peu comme on s'est rendu compte il y a 4-5 ans qu'augmenter la taille et le nombre de données pendant l'entraînement augmentait les performances. Cette année, il y a aussi eu Google avec Gemini 2 Flash Thinking, mais aussi les concurrents chinois DeepSeek et Alibaba, qui ont publié respectivement les modèles DeepSeek R1 et Quill, eux aussi capables d'utiliser du temps de calcul variable pour produire la réponse. On pensait donc qu'OpenAI était suivi de près, mais l'annonce de O3, la génération suivant celle de O1, a quand même montré qu'il possède encore une grosse longueur d'avance. On peut s'attendre à encore d'autres améliorations en 2025. Il faut quand même noter que cette tendance est très bénéfique pour Nvidia, puisque ça nécessite du temps de calcul GPU, en quelque sorte personnalisé pour chaque utilisateur. Sur les puzzle ARC dont on parlait tout à l'heure, la résolution d'un seul problème avec O3 coûte plusieurs milliers de dollars de calcul. C'est par exemple ce qui explique l'abonnement ChatGPT Pro à $200 par mois. Et plus globalement, c'est ce vers quoi on semble se tourner. Des temps de réflexion de plus en plus longs, avec potentiellement des milliers d'ordinateurs en parallèle qui calculent les réflexions d'un modèle pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Une autre nouveauté qu'on a vue cette année et qui pourrait bien se développer, c'est l'entraînement de LLM distribués dans le monde entier. D'habitude, les entraînements de modèles se font au sein d'un même data center entre des GPU interconnectés. En cette fin d'année, on a vu l'entraînement de 2 modèles de 2 compagnies différentes, Prime Intellect et New Research, de taille respective 10 milliards et 15 milliards de paramètres, donc quand même assez gros, et cet entraînement s'est fait sur des ordinateurs répartis dans le monde, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Ça peut ouvrir de nouvelles portes et potentiellement permettre à de plus petits joueurs d'unir leurs forces. Voilà pour la partie LLM et raisonnement. On reste un peu de temps encore dans la partie IA générative pour parler rapidement des modèles de génération de vidéos qui, en 2024, ont connu une grosse évolution. On arrive maintenant à générer des vidéos cohérentes et réalistes de plusieurs secondes. On a quelques concurrents, notamment VO2 de Google, qui est le meilleur actuellement, et Sora d'OpenAI. Alors là, contrairement au LLM où des modèles open source arrivent plus ou moins à suivre les modèles fermés, là pour la génération vidéo, c'est réservé exclusivement aux modèles fermés pour l'instant. Mis à part l'IA générative donc, on a quand même observé cette année d'autres tendances importantes. Un domaine qui s'est bien développé, ce sont les modèles mondes. Là, on ne modélise pas le langage, mais plutôt un jeu ou un environnement physique. Les exemples les plus connus cette année, ça a été Oasis, un modèle qui simule Minecraft, la physique du jeu, les blocs, les déplacements, etc. On a aussi vu ça avec CSGO, ou encore il y a eu Genie et Genie 2 de DeepMind qui sont capables de simuler pas seulement un, mais autant de jeux que l'on veut. Ces modèles mondes permettent de jouer dans des jeux contrôlés par une IA, c'est assez amusant mais pour l'instant quand même très limité. Dans le futur, ce genre de simulateur pourra être utilisé pour entraîner des IA, c'est le cas par exemple de Gaia, un simulateur de la route qui sert actuellement à entraîner des voitures autonomes sans danger. Une autre perspective pour ces modèles mondes se trouve dans le domaine du jeu vidéo. On peut imaginer des jeux exclusivement basés sur ces modèles à base de réseaux de neurones. Là, il n'y aurait plus aucune limite puisque tout serait créé par le réseau de neurones, les situations, les personnages, les textures, etc. Cette année, ça a aussi été l'année de l'interprétabilité. On arrive maintenant à interpréter les réseaux de neurones géants qu'on entraîne. Alors j'ai fait une vidéo assez détaillée sur ce sujet, mais rapidement, on a développé des méthodes qui permettent d'interpréter et de comprendre en partie les sorties produites par les réseaux de neurones aussi grands que GPT-4 par exemple. Ces modèles d'interprétabilité fonctionnent pour tous les types de réseaux de neurones qu'on entraîne aujourd'hui, donc ça marche aussi bien pour les LLM que pour les générateurs d'images. Ça reste encore très limité, on ne peut pas dire qu'on puisse maintenant comprendre entièrement les réseaux de neurones qu'on entraîne, mais réussir à pouvoir interpréter et contrôler des réseaux à plusieurs dizaines de milliards de paramètres reste quand même une belle prouesse. L'apprentissage par renforcement, ou le RL, développé sur la chaîne dans 2 cours et qui est au cœur de O1 et de O3, reste un sujet actif de recherche. Ça a notamment été le 2e sujet le plus populaire à NeurIPS 2024. Cette année, on a vu de nouveaux algorithmes et l'apport bénéfique des GPU qui permettent de simuler des milliers d'environnements en parallèle. Voilà pour les tendances importantes qu'on a observées cette année en machine learning. Évidemment, pas possible de parler de tout.
Alors voici 2 avancées qui ne représentent pas forcément des tendances, mais qui sont quand même intéressantes à suivre. On possède de grands modèles capables de manipuler notre langage, alors pourquoi ne pas s'intéresser au langage des animaux ? Google a développé cette année un modèle capable d'analyser le langage des baleines pour différencier les espèces, et même au sein des espèces, des cris particuliers. Alors ça reste encore pas très précis, mais ça reste un bon début. On peut aussi rapidement parler d'AlphaChip, un système qui calque l'algorithme AlphaZero, mais l'applique à la conception de puces informatiques. AlphaChip a été créé en 2020, mais en 2024, on a eu de ses nouvelles. Il est utilisé pour la conception des TPU de Google, et donc oui, ça veut dire qu'une IA optimise une puce qu'on utilise ensuite pour entraîner la même IA qui l'a conçue, pour ensuite concevoir une nouvelle puce, etc., etc. 2024 restera donc l'année où l'on a commencé à laisser des LLM, des modèles entraînés à recopier du texte écrit par des humains, poursuivre leur entraînement de façon autonome pour apprendre à raisonner. Ils ne sont plus limités à reproduire les données et raisonnements humains qu'on leur montre, mais définissent et raffinent leur stratégie de raisonnement par exploration, par tâtonnement, par recherche. Il y a moins de 10 ans, en 2016, on a connu exactement la même transition avec le jeu de Go. Les algorithmes étaient entraînés à recopier les mouvements des plus grands joueurs de Go, et étant donc limités par la nature même des données, n'arrivaient pas à battre les humains. Jusqu'à ce qu'on les laisse jouer au jeu de Go, seuls, sans intervention humaine, en leur donnant seulement des récompenses en cas de victoire. Et ça a donné AlphaGo, qui en 2016 a battu le champion Lycidol 4 matchs à 1, et qui par la suite a même changé la façon de jouer des meilleurs joueurs de Go au monde, qui héritaient pourtant de 4000 ans de savoir-faire et d'intuition humaine sur l'un des jeux les plus anciens au monde. Lors du second match contre Lycidol, au 37e coup de la partie, AlphaGo joue un mouvement totalement inattendu, qu'aucun humain n'aurait joué. Le mouvement 37, c'est comme ça qu'il sera appelé par la suite, étonne tellement qu'on pense à un bug, une erreur de la part d'AlphaGo. C'est ce qu'on appelle un coup interdit par la théorie, qu'on ne joue jamais car il est censé donner trop de points à l'adversaire. Mais c'était sans compter la créativité d'AlphaGo, puisque ce mouvement 37 va au final lui donner l'opportunité d'attaquer et de gagner le match. C'est ce genre de coup de maître, ce genre de créativité à laquelle on ouvre nos modèles avec cet entraînement autonome. La question, avec le rythme de progression actuel, c'est quand et quel sera le prochain mouvement 37 ?